Soran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur A-News Sécurité, notre émission sur le continuum de sécurité, avec cette fois-ci Stéphane Baudet, notre invité exceptionnel. Stéphane Baudet est maire d'Évry-Courcouronnes, il est président de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, et puis il est vice-président en charge des transports de la région Île-de-France. Donc on a de quoi discuter sur le continuum de sécurité, à la fois en tant que maire et président de l'AMIF, et puis surtout en tant que vice-président en charge des transports de la région Île-de-France sur les enjeux de sécurité dans les transports en commun. Stéphane Baudet, vous avez un parcours assez exceptionnel. Vous avez toujours eu envie de faire de la politique et de vous intéresser à ces sujets locaux et à la fois nationaux sur les questions de transport. D'abord, bonjour Sébastien, merci de m'accueillir. Alors en effet, je tombais c'est un peu Obélix, je tombais dedans quand j'étais petit. Je commençais à coller des affiches pour Jacques Chirac, j'avais 14 ans. J'étais très attiré par le côté humaniste de ce personnage, qui était d'ailleurs assez paradoxal avec mon enfance plutôt dans un quartier populaire de la ville d'Évry, puis de Courcouronnes. Donc une appétence à la chose publique en général. Pas forcément fan de la politique, mais vraiment la chose publique. Et après, c'est un peu les hasards. Je me présente à une élection municipale en 2001 que je ne dois absolument pas gagner. D'ailleurs, je ne pense pas l'avoir gagné, je pense que mon adversaire l'a perdu. Je m'installe à la mairie de Courcouronnes. Je deviens président du réseau de transport du secteur. Je découvre le bus alors que je n'ai pas forcément d'inclinaison vers cette matière. Et puis petit à petit, parce que c'est un des plus gros réseaux de bus de l'Île-de-France, on me dit que la compétence transport, c'est quand même à la région qu'il faut aller la chahuter. Donc je me fais élire à la région en 2010 et je deviens en décembre 2015 vice-président de la région. Donc c'est assez empirique en réalité comme parcours. Et alors, sur maire d'Évry-Courcouronnes, c'est quand même un mandat qui est passionnant. Depuis 2001, vous l'avez rappelé, maire de Courcouronnes, puis après, il y a eu la fusion entre Évry et Courcouronnes. Les enjeux de sécurité, c'est le quotidien d'un maire, surtout en Île-de-France. Surtout dans des villes comme les nôtres. Quand je suis élu en 2001 comme Manuel Valls à Évry. Donc on est ville complètement entremêlée. C'est ce qui a permis d'ailleurs de faire une commune nouvelle en 2019. Et en 2001, à l'époque, on est dans la période des bandes, on est dans la période des viols en réunion dans les caves, ce qu'on appelait les tournantes à l'époque, de trafic de prostitution assez lourd sur des jeunes filles de 13-14 ans. Et puis on a les premiers cadavres un peu emblématiques de jeunes de 14 ans. Chez nous, l'affaire Romuald, 14 ans, tiré comme ça à vue dans un quartier juste parce qu'il est black et qu'il est du quartier. Et donc on a ces affaires qui émergent. Donc nous, on pénètre la vie municipale avec Manuel, sans être de la même famille politique, avec cette difficulté. Et on est tous les deux héritiers à l'époque d'un contrat local de sécurité qui a été fait en 1988, 3 ans avant notre arrivée, de façon intercommunale. C'était une première en France entre Évry et Courcouronnes. Et donc on s'est retrouvé plongé dans cette question-là. À une époque, c'est bien de s'en souvenir, parce que ça paraît très très loin aujourd'hui, où Courcouronnes faisait la une de Paris Match avec des CRS casqués, quelque chose qui a complètement disparu du paysage chez nous. Et justement, en 20 ans de mandat, que ce soit à Évry et Courcouronnes, comment vous avez pris en main les questions de sécurité? Parce que souvent, les maires disent on n'a pas spécialement les moyens. Alors on met évidemment de la police municipale, on met de la vidéoprotection, on renforce les mesures de prévention. Quels ont été les leviers d'action? En fait, à la fois j'aime beaucoup votre question et j'aime beaucoup le principe de l'émission qui consiste à travailler sur le continuum. Parce que le continuum de la sécurité, il n'est pas sur la sécurité en vérité. Vous avez raison, quand on est arrivé avec Manuel, on a doublé de chaque côté les polices municipales, on a mis en place la vidéosurveillance, on l'a mis aussi dans les réseaux de transport de l'époque. Quand je suis arrivé à la présidence de TIS, il n'y avait pas encore de caméras. Maintenant, il y en a dans tous les arrêts de bus, il y en a à l'intérieur des bus. Donc si je rajoute les 1000 caméras du centre commercial, celles des deux villes plus celles des bus, on est sur un territoire chez nous, il y a 3000 caméras qui surveillent de partout. Et donc on a évidemment durci le ton sur ces mesures-là. On a développé des postes de police de proximité. On est en 2001, donc ça existait encore. Bref, on a fait tout l'arsenal de sécurité. Ça a baissé un peu la délinquance tout de suite, 2001-2002, d'un seul coup. D'abord parce que dans un contexte politique où moi je gagne une élection, je suis jeune RPR, donc on me fait passer pour un facho, c'est le jeu politique habituel. Ça crée quand même un espèce d'électrochoc dans la ville et du coup ça renferme un petit peu. Mais dans la longueur, ce qui a fait qu'on a fondamentalement, on est à 85% de délinquance en moins sur Évry-Courcouronnes en 20 ans, ce qui est évidemment exceptionnel. En réalité, c'est pas du tout le champ de la sécurité. Pas davantage d'ailleurs à mon sens le champ de la prévention de la délinquance, que je pense qu'on donne un mauvais nom à une politique en France, puisqu'on fait de la prévention de la délinquance dans un système aujourd'hui très contractualisé, qui en réalité
ne fait qu'on s'occupe que de jeunes qui ont au moins été déjà primo-délinquants. Donc c'est déjà plus de la prévention de la délinquance, on gère des délinquants. Nous, on a travaillé sur l'éducation beaucoup plus tôt. Il se trouve qu'ayant été viré de quelques établissements scolaires, je connaissais bien cette pratique-là, le sentiment d'être un petit peu laissé à l'abandon. Et donc, on a fait pas mal de recherches dans le monde entier, beaucoup de voyages d'études, je pense au Canada et aux États-Unis, sur toutes les questions de politique éducative, du regard sur le jeune, de la façon dont on allait pouvoir faire ressortir son talent, le travail sur la réussite éducative qu'a porté Catherine Vautrin quand elle était secrétaire d'État sous la responsabilité de Jean-Louis Borloo. On a mis en place ces dispositifs. Et en réalité, en rentrant... Vous avez expérimenté le buzzing aussi. Exactement, ben c'est tout à fait ça. On a expérimenté le buzzing. On n'a été que 4 communes en France, alors que dans le plan de Fadel-Amara à l'époque, ils en souhaitaient 50. On a créé des dispositifs... C'est permettre à des élèves... Aux États-Unis, le buzzing, pour faire assez simple, pour prendre les élèves d'un quartier noir, on le mettait dans un quartier blanc. Nous, on l'a pris dans un quartier populaire et on l'a mis dans un quartier qui était moins en difficulté. Et ça a été extraordinaire. D'ailleurs, ça a permis de casser des dogmes où on se dirait que les gamins qui sont dans un quartier socialement plus élevé sont forcément meilleurs. Non, ils sont meilleurs à l'écrit, mais on a découvert en les mélangeant que ceux qui venaient du quartier populaire étaient bien meilleurs à l'oral, par exemple. Donc chacun a des qualités, chacun a des talents. Et donc on a essayé comme ça, petit à petit, de travailler, de pénétrer dans les familles sur le sujet de la parentalité. Et en réalité, 20 ans après, on n'a pas baissé la délinquance, mais on a baissé la capacité à devenir délinquant des jeunes qui grandissent. Et ça, pour nous, c'est une réussite extraordinaire. Et c'est tout ce tissage-là, on est d'ailleurs aujourd'hui ville éducative, cité éducative, ville apprenante de l'UNESCO, il n'y en a que 4 en France sur les 200 communes du monde. Et en fait, c'est par le prisme de l'éducation que petit à petit, on a aussi réussi à faire reculer la sécurité. Puisque vous parlez justement de l'enjeu de la parentalité, notamment dans les quartiers, est-ce que vous arrivez à mobiliser les parents justement sur ces sujets? En fait, on les a... C'est toujours un peu compliqué quand même de mobiliser les parents qui sont... c'est-à-dire que le sujet habituel, c'est de mobiliser les parents. Quand il y a un mort, on fait une marche blanche, on réunit les papas, on réunit les mamans. Là où la réussite éducative a été un changement dans la politique de la ville, c'est que pour la première fois, on avait un dispositif qui individualisait les parcours. La politique de la ville, depuis sa création et les événements dans la région de Lyon dans les années 70, c'était un traitement collectif. Là, de façon individuelle, on pouvait déterminer qu'un gamin qui allait décrocher à l'école, c'était peut-être parce que juste il n'avait pas de lunettes sur les yeux et qu'il ne voyait pas le tableau et que personne s'en était occupé, juste que ses parents ne savent même pas qu'un orthophoniste ça existe, ou juste le fait qu'ils sont 16 dans l'appartement, que vous comme moi, on se développe physiquement, notre muscle se construit la nuit quand on dort, le gamin qui dort dans le salon au milieu de 16 personnes et qui s'endort à 2h du matin quand le dernier adulte éteint et qui se réveille à 4h du matin quand le premier adulte part travailler, il ne se développe pas normalement. Et le fait de rentrer dans la famille par ce biais-là, d'accompagner les parents, de dire aux parents, il y a les orthophonistes, ce serait bien que vous l'accompagniez. On accompagnait les parents les 2, 3, 4 premiers rendez-vous, on réapprenait ce genre de réflexe. On est rentré dans un traitement individuel qui, à coup de 200, 300 familles accompagnées par an, sur 15 ans, vous imaginez le résultat, ça a commencé petit à petit par porosité à produire de vrais résultats. Alors on l'a dit, vous êtes président de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France, qui regroupe l'ensemble des maires de la région Île-de-France, quelque couleur politique qu'elle soit. Vous parlez évidemment des enjeux de sécurité. C'est quoi le discours que vous tiennent les maires en ce moment? Le manque de moyens, est-ce que la loi sécurité globale, ça n'a pas été un rendez-vous manqué avec les maires? Si, il y a évidemment la question des moyens, il y a la question de la justice derrière aussi qui est posée. Et puis il y a cette confrontation à une société qui change plus vite que ne change la réglementation, avec une population qui est de plus en plus velléitaire, avec des élus, en l'occurrence en responsabilité, qui sont de plus en plus exposés par les réseaux sociaux, donc des habitants qui ont le droit maintenant de tout dire en permanence, des élus qui doivent surréagir et qui sont eux-mêmes surexposés. Donc on se retrouve avec les élus, comme dans d'autres couches de la population d'ailleurs, qui sont aujourd'hui sur-agressés d'une certaine manière, sur-menacés. On a des chiffres qui explosent. L'année dernière, je crois qu'on était à 200% d'augmentation. Enfin, ça part complètement en cacahuète pour faire assez simple. Et donc les élus sont fatigués. On a beaucoup de maires qui ont démissionné dans le mandat précédent. On a moins de maires qui se présentent. Alors même qu'on est, on l'a bien vu sur la crise Covid, le pilier, l'amortisseur social, mais aussi sur la question de la sécurité, celui qui peut peut-être doser le message, ce que j'évoquais tout à l'heure. Parler d'éducation, il n'y a pas beaucoup d'autres élus dans la chaîne de nos institutions qui, sur le sujet de la sécurité, est capable de parler d'éducation, par exemple. Et en Île-de-France, c'est quoi les grands enjeux auxquels sont confrontés les maires? Vous venez de l'évoquer à l'instant, la question des réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de groupes de travail dans les CLSPD, les contrôles locaux de sécurité et de la prévention de la délinquance, qui mettent en place des groupes de travail sur les effets des réseaux sociaux, sur les effets de bande, sur les affrontements. Il y a les réseaux sociaux, il y a les effets de... Alors,
on va parler plutôt de RICS, parce que les effets de bord, on les a connus dans les années 90. Et dans les années 90, on avait vraiment des bandes de 100, 150 gamins qui se déplaçaient et qui s'affrontaient contre 100 ou 150. Aujourd'hui, avec la vidéosurveillance, avec la façon dont on a, les capacités qu'on a de surveiller les communes, en vérité, ça n'existe plus. Ce sont des choses sporadiques qui explosent sur des groupes de 30 à 40 individus. On n'est plus sur des déplacements de masse. Voilà, donc c'est plutôt des RICS qui d'ailleurs très souvent trouvent leur origine sur une affaire de nana, sur une affaire de téléphone portable, etc. Donc il y a évidemment ces phénomènes-là qu'il faut appréhender et sur lesquels d'ailleurs on voit bien en 20 ans l'évolution sociétale, sur lesquels on doit en permanence s'adapter, sinon au bout de 2 ou 3 ans, parce que la génération passe très très vite, on est dépassé. Après on a des sujets qui émergent. Vous avez évoqué les réseaux sociaux, il y a une forme de violence sur les réseaux sociaux, mais de manière générale, il y a la question de l'écran. Quand vous discutez avec des enseignants en ce moment, par exemple, sur l'impact du Covid, ils vous disent que les enfants en maternelle sont en très grande difficulté, parce que les enfants en maternelle sont des enfants qui n'étaient pas encore scolarisés pendant les confinements, ils ont vécu 1 à 2 tiers de leur vie en confinement, devant des tablettes. Et quand vous discutez avec des directeurs d'écoles maternelles, ils vous disent quasiment tous mes gamins de maternelle ont vu Squid Game au moins un épisode. Donc on voit bien que la question de la gestion de la tablette, de la télé, de l'écran en général est évidemment un sujet. On a d'autres sujets qui sont émergents, qui sont des sujets sociétaux de fond. Il y a la question de la prostitution d'une certaine manière, mais aussi de la marchandisation du corps des femmes. Je distingue très volontairement les deux sujets. On a des réseaux de prostitution avec du proxénétisme organisé sur des gamines de 14, 15, 16 ans. Mais on a aussi, alors pardon d'employer des mots crus, mais ce sont des témoignages qu'on a recueillis de nos jeunes eux-mêmes. On peut avoir une fille qui vous dit assez ouvertement et assez simplement finalement, moi je suce pour un McDo. Et donc on a un phénomène de marchandisation du corps. On parle de michetonnage même. Oui, mais... Ce terme a été utilisé beaucoup dans les collèges et les... Oui, en effet, moi ce qui me gêne dans les questions de michetonnage ou de prostitution, c'est que c'est notre regard à nous, de notre génération, que nous portons sur une façon de faire de l'argent avec le corps. Quand je parle de marchandisation du corps, c'est que c'est la jeune fille elle-même qui, ayant le sentiment qu'elle est une femme libre, utilise son corps comme elle le veut. Et du coup, c'est une autre mécanique, et si on n'emploie pas les bons termes, cette jeune-là, on va jamais pouvoir communiquer avec elle et se comprendre. Donc je trouve que c'est aussi important qu'on travaille aussi sur ces questions-là, et la façon dont on se comprend avec cette génération qui ont des problématiques sociétales nouvelles qui viennent confronter nos modèles à nous. J'y reviens, notre nécessité de nous adapter en permanence. Alors, dernière chose, vous êtes actuellement vice-président en charge des transports en Ile-de-France, à la région Ile-de-France, aux côtés de Valérie Pécresse. Quels sont les enjeux de sécurité en matière de transport? On voit bien la question, on parle de la question de la violence faite aux femmes dans les transports en commun, la question des agressions. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en fait, et quels sont les défis de demain Vous touchez les enjeux majeurs. Dans les transports, on a plusieurs natures de sécurité. Il y a d'abord la question des attentats, qui est un sujet en Ile-de-France sur lequel on est confronté en matière de vigilance en permanence. La question des colis abandonnés. Je sais que les voyageurs ne comprennent jamais qu'on ferme une gare entière avec un colis voyageur. Enfin, le jour où il y a quelque chose qui pète parce qu'on n'a pas fermé la gare et il y a 200 morts, on nous le reprochera. Donc il y a ces dispositifs de sécurité. Là-dessus, on a mis en place des brigades cynophiles pour diviser par 2, par 3, par 4 parfois le temps de recours à une équipe pour pouvoir déminer et passer à autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous stoppez un RER sur une ligne de RER en heure de pointe, il faut quasiment 2h30 pour que la ligne refonctionne normalement quand vous remettez en route. Donc forcément, vous déstructurez le plan de ligne. Il y a la question aussi des caméras. Il y a 50 000 caméras maintenant, à l'intérieur du matériel roulant comme à l'intérieur des gares. Donc on a fait de façon exponentielle un développement avec en plus des technologies très très fines. On va d'ailleurs travailler sur la reconnaissance faciale. On travaille aussi sur... Parlons de la reconnaissance faciale quelques secondes. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'autorisation de faire la reconnaissance faciale? Non, et c'est un regret. C'est un bras de fer. C'est un bras de fer sur ce sujet depuis des années, puisqu'on voulait les tester notamment sur la gare du Forum des Halles, et pour l'heure, on n'y est pas autorisé. Donc il y a ce sujet. À l'approche des JO, on peut l'espérer. On a un travail partenarial sur la question de l'intelligence artificielle, notamment pour essayer de repérer à qui pourraient être les bagages abandonnés, essayer de gagner du temps, etc. Il y a un travail sur les datas. Il y a aussi la question de la présence humaine. On a rajouté près de 1500 personnes quand même sur le réseau. On a travaillé avec 2000 gendarmes sur la zone de Grande Couronne, là où il n'y avait pas de sécurité dans les transports par le passé. Donc on a essayé de diffuser petit à petit. Et puis vous l'avez évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure sur la question du harcèlement sexuel des femmes dans les transports. Il y a eu la création du 3117, qui est un numéro qui fonctionne plutôt bien, et tout un tas de campagnes menées par la région, menées par la SNCF, menées par RATP. J'étais avec Catherine Guillouard, la présidente de la RATP, dans une station de métro il y a quelques jours à peine, justement pour aller voir de quelle façon on a formé les personnels RATP sur ces questions pour l'accompagnement des femmes dans les transports. Donc on essaye d'aller à peu près sur tous les sujets. Alors puisque l'émission s'appelle Continuum,
Comment vous travaillez avec le GPSR et la SUGE, qui sont les sociétés de sécurité de la SNCF et de la RATP? On travaille avec le préfet de police pour essayer d'avoir un seul et même site sur lequel l'ensemble soit géré. On est en train d'y arriver. Voilà, je laisserai mon collègue Frédéric Pechnard retravailler cette question et l'annoncer en temps voulu. Mais c'est un gros travail qui a été mené sur tout le mandat précédent pour avoir un lieu, un site, une gouvernance pour permettre justement qu'il y ait ce croisement. D'abord de formation, c'est pas forcément la même culture d'entreprise, et puis également d'échange. On le voit par exemple sur la question des pickpockets, on a affaire très très majoritairement à des récidivistes, voire des multirécidivistes, et donc du coup la capacité d'échanger l'information et d'agir plus vite, d'avoir des caméras qui permettent quand même des reconnaissances un peu plus pointues, c'est aussi une façon de faciliter le quotidien de nos voyageurs. Merci Stéphane Baudet pour ce témoignage à la fois en tant que maire, président de la MIF et vice-président en charge des transports en Île-de-France. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.